Empoisonné, asphyxié, laissé à pourrir en prison, décapité, ressuscité et transformé en zombie, banni dans l'abîme de l'espace. Tous des scénarios qui ont fait partie de notre enfance grâce à Nickelodeon. Aujourd'hui, nous allons classer les destins des méchants, des Nicktoons, du plus atroce au plus dérangeant. Et on va commencer avec les personnages qui s'en sont sortis bien plus facilement qu'ils n'auraient dû. Les malfaiteurs ont été légèrement punis. Sans aucun doute, la fin la plus facile qu'un méchant de Nicktoons ait jamais eue est celle de Morag, du premier film Loud House. Une série aussi légère que celle-ci ne s'aventure généralement pas dans des figures de méchants à grande échelle. Alors, voir le film introduire une femme coupable de tentatives d'usurpation, de terrorisme et de tentatives de meurtre de masse sur des enfants était plutôt choquant. Alors, comment est-elle punie pour les crimes horribles qu'elle a commis, vous demandez-vous? Eh bien, elle est emmenée sur une île déserte. Enfin, déserte à part quelques fogons bruyants. Par Layla le dragon qu'elle a manipulé pour commettre tous ces crimes. Et maintenant, on pourrait dire que c'est une punition appropriée, mais c'est dommage qu'elle ait été rapidement sauvée par Angus et réembauchée chez Lockloud, cette fois comme gardienne du terrain. Bien qu'elle sera sous la surveillance d'un dragon gigantesque, cette femme a commis suffisamment de crimes pour écoper de plusieurs peines de prison à vie, voire même de la peine de mort dans certains États. Angus est très gentil, mais assez intelligent pour garder la situation sous contrôle, ce qui est respectable. Le fait est qu'elle sera employée et vivra dans un confort relatif pour le reste de ses jours, ce qui est plutôt une bonne affaire pour quelqu'un qui vient d'essayer de tuer 11 enfants. En parlant des personnages qui ont maltraité des enfants et s'en sont sortis, impossible d'éviter de mentionner Vicky. Il faut reconnaître que Vicky ne correspond pas au profil de la majorité des personnages évoqués aujourd'hui. Il n'y a pas d'épisode particulier où elle subit des conséquences permanentes pour ses actes. Bien qu'il y en ait quelques-uns où elle se fait renvoyer, cela est toujours annulé à la fin. Le plus notoire dans tout ça, c'est que Vicky est coupable d'innombrables actes de maltraitance d'enfants et tout simplement de terrorisme pur et simple aussi. Même dans les saisons suivantes, où elle n'apparaît presque plus qu'en caméo, c'est toujours pour nous rappeler qu'elle est une véritable psychopathe de bout en bout. Malgré tout cela, elle fait rarement face à des conséquences. Le pire qui puisse lui arriver, c'est de passer une mauvaise journée à cause des vœux de Timmy. Mais comme le statu quo revient toujours à la normale à un moment donné, on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait trop souffert. Malheureusement, n'importe quel enfant qui a besoin d'une babysitter souffrira horriblement tant qu'on lui laissera carte blanche. Après Vicky, Coco des Razmoquets à Paris est une autre femme qui déteste les enfants. Celle-ci est, il faut l'admettre, plus ambiguë puisque nous ne voyons jamais vraiment ce qui arrive à Coco après ses méfaits. On peut dire sans risque qu'elle a perdu son emploi, ayant été démasquée comme une fraudeuse sournoise devant une grande foule. Et bien que ce soit déjà appréciable, honnêtement, c'est le minimum qu'elle mérite. Elle était prête à mentir et tricher pour un mariage sans amour, uniquement dans le but d'obtenir une promotion. Donc lorsque cela a échoué, elle a perdu le poste qu'elle avait déjà. Parfois, plus le destin est simple, plus il est cruel. Mais pour Coco, elle a beaucoup d'autres destins caricaturalement brutaux avec lesquels rivaliser. Mais parlons de Goldfinn. Tout bien considéré, Goldfinn a eu droit à un sort plutôt clément. Il était sans aucun doute le personnage le plus méprisable dans Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, prêt à trahir toute son espèce, sans parler de ses deux meilleurs amis, pour une chance de devenir riche. Ce type était vraiment une ordure, c'est certain, mais au final, il a réussi à apparemment échapper à toute conséquence légale pour ses actes. Et bien aussi triste que ce soit de le voir abandonner ses amis, cela reste un choix qu'il a lui-même décidé de faire, donc il n'y a malheureusement pas beaucoup de sympathie à avoir pour ce type. Mais terminons cette catégorie avec Zim de Zim l'Envahisseur. Étant donné que le but de Zim est de semer la destruction sur Terre et tous ses habitants, on n'a généralement pas de peine pour lui face à toutes les façons ridicules dont il échoue à chaque tentative d'atteindre son objectif, que ce soit en s'échappant d'une petite convention d'objets volants non identifiés pour atterrir dans une bien plus grande, ou en remplaçant accidentellement son cerveau par un petit cochon en caoutchouc. Zim a clairement traversé des choses sérieuses, mais vu les atrocités absolues que ce petit gars a commises, allant de la récolte d'organes à la torture, en passant par des tentatives de meurtre de masse, aucun de ces sorts n'est vraiment immérité. De plus, de façon inexplicable, Zim rebondit toujours. Et même s'il subit parfois des punitions pour ses crimes, ce n'est rien comparé à ce qu'il devrait vraiment endurer. Réfléchis-y, les autres Urkhan veulent sa mort ou son exil, et Sislor veut qu'il soit forcé à travailler toute sa vie dans la restauration. Personne n'échappe à Sislor. Oedipe veut l'exposer et potentiellement le faire disséquer, ce qui serait dans tous les cas une fin horrible pour le petit envahisseur. Mon maître a des ennuis. Avec cela en tête, je suis convaincu que se faire mutiler régulièrement semble préférable en comparaison.
Il doit aussi travailler avec Goura comme collègue, ce qui, oui, doit être assez brutal. J'adore Goura, ne vous méprenez pas, je ne voudrais juste pas qu'il soit responsable de mon matériel. Mais sur ce, passons aux personnages qui ont subi des conséquences plus officielles pour leurs crimes. Bill Bluff, l'homme le plus riche de Bluffington, est le premier méchant à avoir subi des répercussions juridiques. Même s'il n'est jamais un vrai méchant, sauf dans le film, Bill ici a toujours été arrogant et prêt à rabaisser les autres, si cela lui permettait d'avancer dans la vie. Si vous êtes prêt à inclure le film Dog dans la discussion d'aujourd'hui, et c'est notre cas, alors il faut aussi prendre en compte qu'il était prêt à déverser une quantité suffisante de pollution pour transformer un lézard en cette version bleue de Barney, je suppose. Il était aussi prêt à tuer ce monstre par tous les moyens nécessaires, y compris en mettant des enfants en danger, si cela lui permettait de couvrir ses traces. Sa fille le confronte sur son plan douteux, et il décide de faire une déclaration publique pour arrêter sa pollution. Il se porte volontaire pour nettoyer le lac qu'il a lui-même souillé. C'est vraiment le strict minimum, bien sûr, et c'est plus une façon pour lui d'échapper à des ennuis judiciaires qu'autre chose. Mais Bill Bluff ne semble pas être le genre de gars à faire du bénévolat s'il n'y est pas obligé. En conséquence, cela reste une punition assez importante, et en fait pratiquement inévitable. Après avoir eu une chance de rédemption, Kavira de la légende de Korra est le prochain personnage à aborder. Je suis certain que cette description a dû attirer l'attention de certains. Dans la série, Kavira était pratiquement un personnage purement maléfique, coupable de nombreux crimes de guerre, meurtres de masse, terrorisme et crimes contre l'humanité. Le fait qu'elle ait eu une peine moindre que la peine de mort tient du miracle. Mais les bandes dessinées dérivées de Korra lui ont permis d'avoir, et j'utilise ce terme très librement, un arc de rédemption. En d'autres termes, elle fait certaines choses pour aider Korra, montre des remords pour ses actes, et cela semble apparemment suffisant pour qu'elle soit condamnée à l'assignation à résidence au lieu de la prison à vie. Honnêtement, c'est un personnage étrange à qui donner un arc de rédemption, et vu tout ce qu'elle a fait, elle a vraiment eu de la chance avec sa punition. Recevoir une punition bien plus sévère pour un crime bien moindre, c'est le cas de Sloane Blackburn, la méchante du film Les Sauvages Thornberry. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas un criminel de guerre qu'il vaut beaucoup mieux. Sloane et sa femme sont tous les deux coupables de beaucoup de cruauté envers les animaux, et ils sont prêts à tout pour atteindre la cible qu'ils ont dans leur ligne de mire. Ce type était tellement dépravé qu'il était prêt à utiliser des explosions de dynamite pour effrayer des éléphants et les faire courir vers une clôture électrique. C'est le genre de plan qui fait passer Scar du Roi Lion pour un simple désagrément mineur dans la jungle, au mieux. Tenter un meurtre de masse contre une espèce en voie de disparition et ensuite jeter l'enfant qui les a sauvés dans une cascade ne rendrait aucun jury très sympathique à son égard. Sans parler du fait qu'il va être séparé de sa femme, qu'il semble vraiment aimer. J'imagine que tout le monde a son bon côté, non? Maintenant parlons d'un personnage que nous voulions vraiment voir se racheter, Azula. Je comprends qu'elle divise l'opinion, mais tout de même. Voir cette véritable crise mentale qu'elle a eue après sa défaite contre Zuko et Katara était vraiment brutal. C'est le regard d'une fille qui a perdu pied, faute d'un oncle amateur de thé pour la guider. Eh bien, en fait, techniquement, elle en avait un en réalité. Mais dans tous les cas, Azula méritait quand même une certaine punition pour ses actes. Et être admise dans un hôpital psychiatrique, après les événements de la série, était à peu près le seul destin qui lui convenait. Même lorsqu'elle a forcé Zuko à l'emmener avec lui lors d'une de ses missions, elle était toujours sous la supervision du Seigneur du Feu et de l'Avatar. Ce qui signifie qu'il est peu probable qu'Azula puisse un jour agir à nouveau en toute liberté. En d'autres termes, à moins qu'elle ne décide vraiment de changer et de cesser d'être un monstre assoiffé de pouvoir, ce qui, oui, Azula, tu ferais mieux de t'habituer à cette cellule. Ce qui lui manque en taille, Sheldon J. Plankton le compense largement par l'ampleur de ses plans. J'ai gagné! Sur le papier, Plankton veut juste voler la recette secrète du pâté de crabe, mais ne vous y trompez pas, il a toujours un plus grand plan en tête. Je vais dominer le monde. Quand il finit enfin par avoir assez de temps pour utiliser la formule dans le film Bob l'éponge, qui devait d'ailleurs être la fin de toute la série à l'origine, on voit bien qu'il avait l'intention de faire de Bikini Bottom un monument à sa gloire, forçant tous ses habitants à l'esclavage. Il faut reconnaître que ce gars-là ne fait pas que parler quand il s'agit de dominer le monde, mais malheureusement pour Plankton, le pouvoir de la musique a suffi à libérer Bikini Bottom de son emprise. Après avoir subi le piétinement le plus brutal de la série, le pauvre Plankton, désormais aplati, est enfermé à l'Institut des criminellement minuscules. Que vous placiez ce film à la fin de la chronologie ou non, il s'agit d'une prison spécialement conçue pour les criminels minuscules, ce qui signifie que Plankton aurait beaucoup plus de mal à s'évader. Et sans parler du fait qu'il est aussi plat qu'une crêpe, et qu'il sera sans aucun doute surveillé de près 24 heures sur 24 à cause de ses crimes.
En résumé, non Plankton. Ce n'était pas drôle pour tout le monde. Allez, je plaisantais seulement. Je vais tous vous détruire. Mais au moins, Plankton aura une autre chance de voler la délicieuse formule secrète. Passons aux méchants qui ont eu moins de chance. Pour faire simple, ces méchants de Nicktoons sont morts. Mais lesquels ont connu les fins les plus brutales. Tout d'abord, nous avons un duo qui est parti selon ses propres conditions, Emon et Tarlok. Les égalitaristes étaient simplement un groupe terroriste. Ils voulaient éliminer les pouvoirs de maîtrise pour égaliser la société, ce qui expliquerait leur nom d'origine, les égalitaristes. Je veux dire, des théories de fans complètement folles, non? Et Amon, en tant que chef du groupe, était coupable de crimes point brutaux, mais pas au point de ne pas être prêt à réessayer après sa défaite. Malheureusement, Tarlok a percé à jour ce masque, certes stylé. Son frère, jadis combattant de la liberté, était devenu tout sauf un héros, ressemblant davantage à leur père violent. Le fait qu'il fasse exploser le navire était un acte de miséricorde non seulement envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. C'est fini, frère. Si cette unique larme signifie quelque chose, même Eamon savait qu'il n'y avait aucune chance d'une nouvelle vie pour ces deux-là. Malgré son effet déprimant, la mort du Nilak était plus justifiée, bien qu'elle ait entraîné des conséquences bien pires. Je veux dire vraiment, en tant que gars qui voulait inaugurer une période de 10 000 ans de pure obscurité et de chaos, 10 000 ans d'obscurité commencent. la mort est presque miséricordieuse comparée à ce qu'il méritait. Sérieusement, mec, tu as littéralement essayé de libérer Satan sur le monde jusqu'à l'an 12024. Se faire buter par ta nièce, c'est une façon plutôt facile de partir, même si je doute fortement que l'au-delà soit très clément envers toi. Ni le fandom d'Avatar, puisque tu as effectivement détruit le cycle de l'Avatar pour... quelle raison déjà? Invoquer ce cerf-volant démoniaque? Ce type était nul. La première grande défaite d'un méchant dans Avatar, l'amiral Zhao, a eu les choses un peu plus difficiles que l'oncle flippant de Korra. Comparé à Unalaq, qui était au moins à peu près à égalité avec Korra pendant leur combat, Zhao a été tué par un ennemi encore plus grand et plus redoutable, les conséquences de ses actes. L'esprit de l'océan n'a pas apprécié qu'il tue l'esprit de la lune. Alors, il a décidé de rendre justice en l'entraînant dans les profondeurs de la mer pour vraisemblablement le noyer jusqu'au monde des esprits. Cela dit, même si celle-ci avait été encore plus brutale qu'elle ne l'est déjà, nous ne la placerions pas plus bas, simplement parce que Zuko a au moins proposé de l'aider à sauver sa vie. Comme le dit le vieux proverbe, l'orgueil précède le fait d'être noyé par une vague géante et consciente. Mais maintenant, passons aux choses vraiment douloureuses, comme la mort de Lisambra dans Et Arnold. Comme la plupart des méchants à ce stade, il en a certainement fait plus qu'assez pour mériter son châtiment. Quand on est un adulte prêt à mettre en danger et à tuer des enfants, il n'y a pas vraiment de mort qui semble trop sévère pour soi. Pour Lisambra, il a été frappé par une fléchette empoisonnée d'un piège en plein front et est tombé dans un canyon, ce qui, on pourrait le supposer, tuerait n'importe qui. Mais dans un acte de pure dévotion caricaturale à sa méchanceté, Lisambra a quand même réussi à remonter la falaise, à se battre avec son double, si on peut dire ça, Eduardo, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il succombe enfin au poison et tombe vers sa mort. Ça a dû faire très mal, et le plus fou, c'est qu'il aurait pu simplement abandonner et s'épargner tous ses ennuis. On ne peut pas dire qu'il s'est laissé faire, mais cette fléchette lui a vraiment coupé l'herbe sous le pied. D'ailleurs, la prochaine, c'est la Reine de la Terre. Bien qu'elle soit l'une des antagonistes les plus secondaires, nous devions l'inclure dans le classement d'aujourd'hui pour la simple raison que Nickelodeon a d'une manière ou d'une autre validé cette scène où une femme se fait littéralement aspirer l'air des poumons, étouffant à mort sans rien pouvoir faire pour l'arrêter, obligée d'écouter Zahir la ridiculiser alors qu'elle rend son dernier souffle, ou plutôt qu'elle ne rend pas son dernier souffle. Vois le bon côté, Reine de la Terre. Grâce à toi, on sait ce qui arriverait si Bob l'éponge mettait le casque de Sandy. Mais parlons de la disparition des ennemis de Jimmy Neutron, ce qui nous oblige à remonter très loin dans le temps. Bien que cette série soit généralement plus épisodique, le final de la série, la Ligue des Méchants, ramène enfin la plupart des anciens ennemis de Jimmy pour une dernière tentative de le vaincre définitivement. Adieu, Jimmy Neutron. Désolé, une dernière tentative de le vaincre pour le mal. Nous pouvons l'effacer de la surface de la galaxie et laisser le mal triompher. Malgré leurs efforts, leur défaite était inévitable. Qui l'eût cru? Pour faire court, la plupart d'entre eux se retrouvent coincés à l'ère du Crétacé, qui vient juste après celle du Jurassique. Coincés dans une autre époque sans moyen de retour, ils sont traqués par des dinosaures. Le petit Édouard n'a que peu de couches pour se défendre. Dis bonjour à mon petit ami, une couche de 5 jours. Je sais que Jimmy est un gamin moralement douteux,
Mais enfin, enfermez-les ou quelque chose comme ça. On pourrait presque appeler ça, comme le dit Bart, un sort pire que la mort. C'est notre prochain sujet. Pour commencer, nous avons le méchant du Nicktoon que presque personne n'aime, Dorcas de Planet Sheen. Cela pourrait être controversé, car devoir supporter un gamin agaçant qui t'embête 24 heures sur 24 ne semble pas aussi terrible que d'être dévoré, vivant par un dinosaure ou noyé par un demi-dieu. Pourquoi ne pas mettre Carlo Tentacule en première place à ce stade? Mais c'est bien là le problème. Pense à Carlo Tentacule, mais version saison 6 et 7, où il s'occupe juste de ses affaires et voit sa vie bouleversée par son ami, sans l'avoir choisi. C'est Storkus en gros. Et il doit gérer le fait que toute la planète adore le gars qui a détruit sa maison, volé son travail, et qui reste constamment une épine dans son pied en général. Carl ne lui aurait jamais fait ça, j'en suis convaincu. Mais passons à un véritable méchant maintenant. Pour les vétérans des dessins animés, Shredder n'a pas besoin de présentation. C'est le méchant principal de la franchise des Tortues Ninja, et dans la plupart des versions de la série, il remplit ce rôle à la perfection. Le dessin animé de 2012 ne fait pas exception. C'est un homme qui a renoncé à son humanité au profit d'une haine pure et absolue, allant jusqu'à se transformer en Super Shredder méconnaissable. Il est finalement vaincu par Leonardo avec une tête décapitée comme preuve. Shredder est terminé. Mais quand même, ça paraît presque normal selon les critères de cette liste, non? Shredder a eu une mort assez douloureuse, hein, c'est vrai, mais au moins maintenant, il peut enfin se reposer de toute cette haine stressante. C'est ce que je dirais si Cavaxis et le clan des Foot n'avaient pas ramené ce type à la vie pour l'utiliser comme soldat zombie. C'est choquant de voir une série pour enfants aller aussi loin dans la noirceur avec la mort de ses méchants, si on peut vraiment appeler ça une vraie mort, bien sûr. Mais pour certains personnages, la mort semblerait être une délivrance. Dans Ma vie de robot ado, Vexus était obsédé par l'idée de faire venir Jenny sur Cluster Prime. Cette fixation a mené à sa chute et à son bannissement de la planète, condamné à l'exil sur un astéroïde pour méditer sur ses méfaits. Dès lors, Vexus a compris qu'il fallait laisser les gens choisir leur propre chemin. Elle devient folle et fabrique une capsule de sauvetage minuscule. Oui, la perte de pouvoir a vraiment perturbé l'esprit de Vexus, malheureusement, mais cela n'a pas changé son obsession de se venger de Jenny. Lorsqu'elle fait son grand retour, elle se fait passer pour une fille populaire pour l'embêter. Et oui, c'est vraiment tout. Elle est passée de dirigeante d'une planète entière à une adulte, essayant de se fondre parmi des adolescents, juste pour contrarier une autre adolescente. Et honnêtement, c'est juste triste, mec. C'est même un peu pathétique. On vit dans une société où Zahir a eu moins de rédemption que Kavira. Certes, extérieurement, ce type est bien plus brutal qu'elle. N'oublions pas comment il a assassiné la reine de la Terre à l'écran dans ce qui est littéralement une émission pour enfants. Nickelodeon et Invader Zim poussaient vraiment les limites. Quoi qu'il en soit, Zahir était un anarchiste convaincu. Ironiquement, à la fin, cette conviction lui a littéralement coûté tout, sauf la conviction elle-même. Il a vu tous ses amis mourir au combat et il est vraisemblablement en prison à vie. Tu vois ce que j'ai fait là? J'ai mis une chaussette dedans, littéralement. Son dernier acte à l'écran a été d'aider Korra à surmonter son traumatisme pour qu'elle puisse vaincre Kavira. S'il n'a rien fait d'autre, il a montré une certaine part d'humanité à ce moment-là. Et même s'il ne s'est pas totalement racheté, il est au moins parti avec une bonne action. Cela dit, nous arrivons maintenant au top 3 des morts de méchants les plus brutales de l'histoire des Nicktoons. Parlons donc des dirigeants de l'Empire Urkan, les tout-puissants Talest. Aussi maléfiques que soit Zim, on ne peut pas être les seuls à avoir toujours voulu que les Talest subissent les conséquences de leur traitement envers lui, n'est-ce pas? Sans mentionner leur traitement dédaigneux envers tous les autres Azurkan qu'ils jugeaient inférieurs. Cette arrogance même causerait leur perte, car leur refus de changer de cap les mènerait droit dans le trou du Florpus. Pourquoi es-tu si négatif? Et cela aurait pour conséquence qu'ils seraient transformés en marionnettes et brûlés vifs pendant on ne sait combien de temps. La nature ambiguë et étrange de cette fin en a fait celle que nous pensions mériter la première place. Mais ensuite, nous nous sommes souvenus d'un détail crucial et inestimable, à savoir que Envahisseur Zim est une série vraiment étrange où les personnages peuvent ainsi subir certaines des choses les plus bizarres et tordues que vous ayez jamais vues et revenir à la normale dans l'épisode suivant, comme en témoigne le fait que les plus grands sont toujours, vous savez, vivants dans les bandes dessinées. C'était plaisant de voir ces deux-là déchoir. Mais parlons maintenant du Seigneur du Feu Ozai. Cette vidéo vous est présentée par les abonnements membres de la chaîne Wicked Binge. Accédez à nos vidéos en avant-première. Obtenez des emojis et badges exclusifs en soutenant la chaîne avec un abonnement. Oh mon Dieu! Waouh!
Le principal antagoniste d'Avatar, le dernier maître de l'air, ce Gagila est l'un des plus grands méchants de l'histoire de Nickelodeon. Et c'est pour une raison simple. Il est tout simplement diabolique. C'est un abuseur, un criminel de guerre, un terroriste. En gros, il a commis tous les types de crimes violents auxquels vous pouvez penser. Si Aang avait complètement craqué façon anime contre ce type, je doute que qui que ce soit l'aurait blâmé, mais c'est un dessin animé pour enfants, donc ils ont dû lui donner une fin non violente. Ainsi, Ozai perd la seule chose qui lui est jamais importée, son trône. Sa couronne est remise à Zuko, le fils qu'il a rejeté, et de façon encore plus cruelle, sa maîtrise est retirée. J'ai retiré sa maîtrise. Et il est abandonné en prison pour ses actes. C'est à peu près la pire fin que tu puisses donner à un homme qui a consacré toute sa vie à la quête du pouvoir et de l'influence. Alors qu'il était sur le point de tout obtenir, il a tout perdu. En d'autres termes, bien joué, Aang. Malgré la controverse, nous pensons qu'un méchant des Nicktoons a eu une fin plus difficile qu'Ozai. Nous décernons la médaille d'or de la brutalité à Vlad Plasmus de Danny Phantom. Tout comme Ozai, Vlad a tout perdu dans sa quête impitoyable de pouvoir. Sa rancœur envers Jack, qu'il a accidentellement transformé en monstre fantomatique, l'a rendu aveugle à tout le reste. Et au final, il a fait chanter le monde pour obtenir 500 milliards de dollars et la domination mondiale en échange de sauver la planète d'un astéroïde catastrophique connu sous le nom de 10 astéroïdes. Après avoir révélé sa rancœur envers Jack et menacé de voler sa femme, j'insiste sur le mot voler, car Vlad ne respecte pas les femmes, il découvre, à son grand effroi, que la comète ne réagit pas à l'énergie fantomatique. Après avoir coupé les ponts avec son dernier ami, Vlad a été abandonné dans l'espace, condamné à dériver seul sur un rocher pour l'éternité. Au mieux, notez bien, il aurait droit à une fin miséricordieuse en étant écrasé par un énorme rocher spatial. Au pire, il passerait des années dans la solitude et si l'on en croit les illustrations de Butch Hartman 10 ans plus tard, il pourrait même être capturé et réduit en esclavage par des extraterrestres. En plus de tout cela, contrairement à Ozai, Vlad était autrefois quelqu'un d'assez correct, ou du moins pas un monstre complet. Il a laissé la haine consumer totalement son humanité, au point de finir complètement et irrémédiablement seul au monde, n'ayant plus que la froide mais douce amère délivrance de la mort à attendre. Fanboy et Chum Chum assurent sur Nicktoons.